vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Connaissez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Comme je vous le disais au début du mois d'avril ou à la fin du mois de mars, en avril, il y a 5 vendredis. Nous sommes déjà rendus au 22 avril, donc le 4e de 5 vendredis. Donc ensuite, à part cette semaine, il restera évidemment l'émission de la semaine prochaine, ainsi que les 4 émissions du mois de mai, avant la fin de la saison et la pause, qu'on ne sait pas encore quelle longueur elle aura et si même il y aura encore des entrevues après cette pause-là. Mais enfin, c'est à voir. Et bien sûr, les invités qu'il reste d'ici la fin de la saison valent la peine d'être entendus parce qu'ils nous ont partagé leur témoignage avec beaucoup de justement de générosité. Alors, c'est fait pour être écouté jusqu'à la fin, jusqu'au 27 mai. Et ensuite, ce sera le temps sûrement peut-être pour plusieurs d'entre vous de faire un petit peu de rattrapage, parce que souvent on me dit qu'une émission par semaine, c'est beaucoup. Donc, on n'a pas toujours le temps de tout écouter. Vous allez pouvoir en profiter pour écouter les émissions de cette saison, mais également toutes les émissions depuis le début du projet le 3 mars 2017. Je rappelle qu'on a fêté nos 5 ans en mars 2022. Alors, il y aura, en date du 27 mai, 200 entrevues. Donc, c'est beaucoup quand même. Je sais qu'il y en a qui les ont toutes écoutées, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et vous aurez le temps de vous rattraper. Ma petite chronique aujourd'hui, je fais un petit peu de rattrapage ou en tout cas de rafraîchissement parce que même moi, j'avais oublié dans le fond que Louis Braille n'a pas qu'inventé le braille, il a aussi inventé le braille musical. Et je me souvenais pas de ça. Et s'il y en a qui s'en souvenaient pas, bien, on va se rafraîchir la mémoire ensemble. Et pour ceux qui ne le savaient pas du tout, bien, vous allez apprendre des choses. Alors, je vous fais la lecture d'un article qui s'appelle « L'invention musicale de Louis Braille », un article de Philomène Parmentier, publié le 8 février 2022 sur rtbf.be. L'apprentissage de la musique fait principalement appel à l'ouïe et à la vue. Il faut être capable de déchiffrer les partitions, de jouer juste, de suivre le tempo imposé par les gestes du chef d'orchestre. Fermez les yeux et essayez d'apprendre à jouer un nouveau morceau. Vous voilà face aux obstacles que rencontrent les musiciens malvoyants. Tout musicien débute son apprentissage de la musique par une découverte de l'écriture musicale grâce au solfège. Il apprend ensuite à faire passer les nuances, les staccatos. Comme l'acteur qui interprète un texte pour le rendre vivant, le musicien doit interpréter la partition selon son bagage musical, son vécu personnel pour partager le langage musical avec son public. Les musiciens traduisent des partitions en mélodies, mais certains d'entre eux ont besoin d'une traduction supplémentaire d'écrit à écrit. Noire, blanche, croche ou ronde écrite en noir reste muette pour le musicien qui ne voit pas. Mais comment ces musiciens font-ils pour lire la musique? Retour en 1812, un jeune garçon de 3 ans perd un œil en jouant avec un outil. Son autre œil est gagné par l'infection et la cécité survient irrémédiablement. Malgré son accident, le petit garçon suit les cours de l'école primaire de son village et grâce à son excellente mémoire, il parvient à retenir ses leçons. Vers 10 ans, ses parents l'inscrivent à l'Institut royal des aveugles à Paris. Les élèves aveugles apprennent la lecture et l'écriture avec des caractères romains en relief.
un procédé initié par Valentin Haüy, ça s'écrit H-A-U-Y, mais qui s'avère peu efficace. Les caractères romains sont difficiles à reconnaître au toucher, la lecture est donc très lente. Les étudiants de l'Institution royale des jeunes aveugles expérimentent ensuite un code inventé par un capitaine à la retraite, Charles Barbier. Très vite, la sonographie séduit les jeunes non-voyants qui, aidés de tablettes spéciales et d'un poinçon créé par le capitaine Barbier, apprennent à écrire avec des points. Ces points sont beaucoup plus faciles à lire et à écrire que des lettres en relief. Mais cette écriture ne respecte pas l'orthographe, ne permet pas de transcrire les signes de ponctuation, les chiffres et symboles mathématiques ou encore les notes de musique. Déterminé, le jeune aveugle consacre son temps libre à perfectionner le système Barbier. Et en 1829, le jeune garçon aveugle depuis ses 3 ans, Louis Braille, propose le premier exposé de sa méthode d'écriture au moyen de points à l'usage des aveugles. Pianiste, violoncelliste et organiste, il développe sa méthode pour qu'elle puisse également transcrire la musique. Mais quelles sont les informations que l'on trouve dans une partition en braille? Pour que les compositions d'un compositeur comme Beethoven puissent pouvoir être interprétées le plus fidèlement possible, les partitions nous donnent des indications relatives aux notes, accords, tons, pauses, etc. Si nos yeux sont capables de traiter les informations en parallèle, nos doigts doivent traiter les informations les unes après les autres. Le challenge de la musique braille est de permettre aux musiciens d'accéder à toutes les informations et nuances nécessaires à la musique. Dans une transcription, on constate qu'une note est transcrite en 13 caractères braille. Mais en observant plus attentivement l'environnement de la note, on constate que la partition en noir compte également 13 caractères. 1 pour la clé de sol, 2 pour la note elle-même qui comprend une indication de durée et une indication de hauteur matérialisée par la portée, 2 pour la nuance, pour piano et le symbole qui suit pour le crescendo. Le bémol qui précède le trille lui-même indiqué par 2 caractères, ligne, terre, plus la vaguelette qui suit, 4 pour le doigté, 1 pour la liaison. J'espère que c'est clair pour vous ce que je viens de dire là. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Preuve que je ne connais pas ma musique braille. Hein. Je me l'ai fait dire cette semaine. D'ailleurs, je sors du sujet. La différence ne réside donc pas dans la complexité de l'écriture, mais dans la lecture de la partition. Le musicien voyant pourra ainsi se contenter de lire dans un premier temps la mélodie en faisant abstraction de toutes les ornementations, des nuances, des liaisons, etc. Le musicien aveugle n'aura pas cette possibilité. Le musicien mal ou non-voyant doit apprendre tous les signes musicaux qu'il est susceptible de rencontrer avant de commencer à lire une partition. Mais cet apprentissage de l'ensemble des notions le libère ensuite et le laisse se consacrer pleinement à la technique de son instrument, à son expression. Alors voilà, ça fait que j'espère que ça vous a appris des choses, comme va vous en apprendre très certainement sur notre invité d'aujourd'hui,
parce que notre invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait encore beaucoup pour la communauté des non-voyants, mais qui aussi se questionne énormément sur l'avenir des non-voyants, particulièrement des jeunes. Cette semaine, notre invité est Jean Brière. Encore une fois, cette semaine, un monsieur très intéressant et qui s'implique beaucoup dans notre communauté, et ce, depuis fort longtemps. C'est d'ailleurs là que je l'ai connu au RAC, pendant les assemblées générales du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Ça fait déjà presque 10 ans de ça. Ça fait que il a continué à se passer beaucoup de choses depuis. Mon invité, c'est Jean Brière. Tout d'abord, bonjour Jean. Bonjour Martin. Et merci d'accepter à ton tour de participer au projet parce que on approche de 200 émissions. Là. Ça fait que forcément, c'était temps que tu viennes nous dire ton petit mot. Je pense que ça va être bien intéressant et bien apprécié. Alors, le plaisir est pour moi. Super, un plaisir partagé. Alors, on va commencer, comme on fait souvent, par le début, si tu le permets bien, nous dire peut-être un peu à quelle époque tu es né, à quel endroit. Bien, moi, je suis un trifluvien. Je suis né à Trois-Rivières en 1959. D'accord. À l'époque où Maurice Duplessis était toujours premier ministre de la province de Québec, le chef. Et je suis né dans une famille d'ouvriers. Mon père était un ouvrier d'usine. Et nous étions 6 enfants à la maison. Et, les 4 premiers n'avaient pas la déficience visuelle, mais les 2 derniers, ma sœur et moi, étions atteints d'une maladie qu'on connaissait même pas, qu'on n'avait jamais identifiée. Même à l'époque, quand j'étais enfant, on connaissait pas ça. La rétinite pigmentaire. Ah, et puis là, maintenant, c'est sûr que on en entend beaucoup parler, mais oui. À cette époque-là, c'était de l'inconnu. Ah oui, c'était de l'inconnu absolu. Si bien que j'ai vu un médecin de la vue à l'époque. Et puis, il avait identifié des maladies, mais c'était des maladies secondaires associées à la rétinite pigmentaire. Comme des symptômes de la rétinite pigmentaire. Mais il n'avait jamais fait les expertises pour connaître vraiment la cause de mon problème visuel. Mm-hmm. Alors, j'étais le coque-l'œil, j'étais celui qui voit pas clair, malgré des lunettes épaisses comme des fonds de bouteille. Oui, mais souvent qui ne nous avantage pas dans dans les noms puis les moqueries, hein? Ah oui. J'ai passé par cette médecine-là. Tu peux être sûr, à l'école notamment. Mais avant l'école, est-ce que tu réussis à jouer dehors avec des amis? Est-ce que c'est un peu comme ça que tu t'es aperçu de ta différence? Oui, mais encore la différence, faut dire que quand j'étais enfant, j'avais une vision partielle qui était pas grand-chose, mais qui était déjà suffisante, pour voir les objets, puis voir les gens, les reconnaître. J'étais capable là, de faire ces choses-là, mais lorsque les événements ou le mouvement allait trop vite, mais là, j'en perdais, là, parce que c'est à cause du champ visuel, mais je le savais pas. Mm-hmm. Hein? Alors, je commettais beaucoup d'erreurs à ce moment-là, comme rentrer dans des cadrages de porte ou échapper le ballon ou l'avoir dans la figure, etc., là. C'était à cause du champ visuel. Mm-hmm. Mais comme je te dis, on n'avait pas de diagnostic, ni ma sœur ni moi. Et nos parents, ils disaient, ils voient pas grand-chose, mais ils voient. Fait que ça va aller. Hein? OK. C'était la mentalité de cette époque-là. Puis quand je dis ça, je fais pas de reproche à mes parents qui ont été à la hauteur sur toute la ligne. Mais à cette époque-là, on se préoccupait pas trop de ces histoires-là. Et puis, on faisait semblant que ça existait pas. C'était une stratégie qui était celle de l'époque. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai grandi comme ça. Puis
j'ai eu des amis, bien sûr, mais c'est sûr que dès que je sortais un peu sur la rue, bon, si je voulais faire du vélo ou si je voulais... ben, il arrivait beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. OK. Et c'est à l'école surtout que ça s'est compliqué, que ça s'est manifesté, Oui, davantage, parce que, évidemment, quand je suis entré à l'école, donc de 6 ans, là, comme tout le monde, j'ai à l'école de ma paroisse, avec un paquet d'autres enfants. On était très nombreux à cette époque-là, les enfants. C'était le baby boom encore qui battait son plein. Alors, quand je suis entré à l'école, évidemment, j'étais le seul avec des lunettes dans la classe. Puis, en plus, je me suis rendu compte rapidement que je voyais absolument rien au tableau. Ben oui. Absolument rien. Que je voyais pas mes lignes dans mon cahier. Longtemps, ma mère a dû me tracer mes lignes au stylo, parce que je les voyais pas. En gros, là, en plus foncé, en plus gros puis en plus foncé, ben oui. Absolument, absolument. Puis je voyais pas au tableau, j'avais de la difficulté à voir dans un livre. Dès que c'était imprimé trop pâle sur une feuille, je voyais pas. En tout cas, il manquait énormément d'informations. Alors, ça a été extrêmement difficile, mais je peux t'assurer que ça a eu l'effet quand même de muscler ma mémoire. Oui, la mémoire nous a sauvés bien des fois. Ah oui, tout est un muscle, la mémoire aussi. Puis comme je voyais pas au tableau, le professeur parlait, puis moi j'essayais de prendre des notes ou j'essayais de retenir ce qu'il racontait. Puis le fait de développer cette mémoire-là m'a sauvé souvent dans mes cours, parce que j'ai fait toute mon école dans le réseau régulier, moi. Alors, la mémoire a été mon meilleur allié. Il n'y avait jamais été question que tu ailles à l'école adaptée à... Ça a été évoqué quand j'étais au secondaire. OK. Ça avait été évoqué parce que ma sœur, qui était handicapée visuelle elle aussi, est allée dans une école spécialisée à Montréal. Puis... parce qu'elle avait des difficultés, puis plus importantes que les miennes, disons. Et ça avait été évoqué, mais ma mère, qui avait du jugement, elle pensait que c'était pas une bonne idée pour moi, puisque j'avais pas de difficultés scolaires. OK. Je réussissais à m'en sortir parce que j'avais beaucoup de mémoire, puis j'avais du raisonnement, puis en tout cas, j'apprenais bien. J'apprenais bien malgré toutes les embûches, là, j'apprenais bien. Est-ce qu'il y avait un peu de soutien? Est-ce que les professeurs, eux, disaient, bon, on va l'aider, ou si à cette époque-là, c'était pas c'était tellement inconnu, c'est-à-dire que les professeurs savaient pas trop quoi faire? C'était comment que ça se passait? Je pense qu'ils savaient pas quoi faire, puis je le savais pas plus qu'eux autres. Ben, pour toi, c'est normal, tu sais. Exactement. T'étais comme un Comme enfant. je connaissais pas les caractéristiques de ma maladie, tu sais, le champ visuel, la perte de la vision nocturne, la perte de la discrimination des couleurs, tout ça, c'était des caractéristiques. Puis aussi, l'acuité visuelle qui était faible, vraiment faible, malgré mes lunettes, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On m'installait en avant de la classe, tu sais, le coque-l'œil en avant de la classe, puis je mesurais, j'étais déjà très grand, j'étais toujours le plus grand de ma classe, puis j'étais assis en avant, j'avais l'air fin, hein. C'est que ça m'humiliait profondément parce que je sois assis en avant ou que je sois assis au fond de la classe, ça, je voyais pas plus. Tu voyais pas plus, ça t'aidait pas. Non. Ça m'a pris du temps à un moment donné avant de m'affirmer puis de dire, ben, écoutez, là, je suis tanné d'être en avant, là, moi, je veux m'asseoir en arrière, je veux plus être là, je jouais pas plus. Bon. Fait que je leur demandais, des fois, ben, parle, dis ce que t'écris au tableau. Hein? C'est ça que je leur demandais bien humblement. C'est puis, ça pouvait t'aider concrètement. Oui, parce que... Alors, le professeur, il le faisait, ou bien des fois, il m'oubliait, il fallait que je me rappelle à lui, là, ou à elle. Mais en général, j'ai progressé quand même à l'école de cette façon-là, malgré les difficultés importantes. Et puis j'ai appris aussi beaucoup la solitude, tu sais, d'être seul, parce que je pouvais pas participer aux équipes
au groupe de sport ou de chorale ou de toutes les choses qui forment des groupes à l'école, tu comprends? Mhm. Et, j'ai appris vraiment à me débrouiller par moi-même, à trouver des solutions par moi-même. Mais il n'y avait pas d'adaptation. Je n'avais que mes lunettes régulières là, avec les fonds de bouteille. Là, puis, j'essayais de me débrouiller. J'étais pas capable de lire dans le dictionnaire. C'était trop petit. Ça a pris beaucoup de temps avant que, à un moment donné, quelqu'un allume puis il m'offre une loupe. Ben oui, parce que quand même, ça, les loupes, ça existait. Oui, ça existait déjà, puis effectivement, mais ouais, j'étais avancé, là. J'étais à la fin de l'école primaire, quand je sais pas d'où il venait, c'était un type de la commission scolaire. Il était arrivé avec une loupe, puis il m'avait rencontré. Il m'avait donné une loupe, mais hey, je trouvais ça intéressant. Je pouvais voir enfin dans le dictionnaire, puis lire des affaires en petits caractères. Là. J'étais bien content. C'était déjà une innovation. J'ai promené ma loupe à l'école. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été à part comme un peu la mise à l'écart là, des groupes, là, tout ça, mais comme en termes de matière, est-ce que ça a été les mathématiques? Est-ce que ça a été la géographie? Ça a été quoi? Bien, je m'intéressais beaucoup au français. Là. Je comprenais bien le français. Les mathématiques, j'avais énormément de difficultés parce qu'il y avait évidemment tous les dessins, des équations, puis tout ça. Là, puis j'avais plus de difficultés. J'ai passé mes mathématiques avec énormément d'efforts. Mais pour ce qui est des matières comme le français, puis la géographie, l'histoire, ça, j'adorais ça. Même si je voyais pas très bien les cartes, j'avais encore une fois l'assistance de ma mémoire. Alors, je retenais plein d'informations. Puis, ça m'a permis de progresser au primaire et puis au secondaire, malgré toutes ces difficultés-là. Puis, est-ce qu'il y a eu une grosse différence entre le primaire et le secondaire? Est-ce que le secondaire, j'imagine que plus on progresse dans le secondaire, on pense à ce qu'on veut faire après, comme métier, tout ça? Ben, on s'affirme aussi, puis on apprend à se faire une place. Moi, quand j'étais enfant, étant donné que j'étais le coq-l'œil de l'école, évidemment, j'ai vécu de l'intimidation. Hein. Je parle beaucoup de ce phénomène-là. Aujourd'hui, l'intimidation, ceux qui parlent de l'intimidation puis qui nous décrivent ça gravement, ils n'ont pas connu la gang des Carignans de Trois-Rivières. ça existait déjà, là, l'intimidation. Ah oui, ça existait déjà. Ben oui. Ah oui, il me faisait peur, puis il voyait bien que j'étais une cible facile, puis il y en a qui s'en ont donné à cœur jouet avec moi, là. Et ça a été très, très difficile. Il fallait que je trouve des stratégies pour essayer de les éviter. Mais j'ai quand même poursuivi, puis progressé. Puis plus au secondaire, plus tard, vers le secondaire 3, ben là, j'avais trouvé ma stratégie là, d'intégration. Là, c'était de faire le comique un peu. De prendre des risques. OK. Ouais, j'ai constaté que c'était une stratégie qui marchait, que j'avais commencé à faire un peu au primaire. Puis ça m'exposait des fois à la colère du professeur. Ouais. Mais ce faisant, j'obtenais la sympathie de mes camarades. Ce qui est pas rien à cet âge-là. Ce qui est très, très important. Puis je pense que mes professeurs comprenaient ça aussi. Oui. Surtout au secondaire. Par la suite, au secondaire, là, on avait des groupes classes, puis là, on était souvent la même gang, comme on dit. Puis j'étais le bout en train. J'étais celui qui faisait les réflexions spirituelles dans la salle, là, puis qui faisait rire les camarades, puis qui des fois faisait un peu fâcher le professeur. Des fois, peut-être qu'il faisait semblant d'être vraiment fâché, mais en tout cas, ça me faisait comme ça. Je faisais partie de la gang grâce à ça. Puis mes résultats scolaires avaient du bon sens. Je progressais, puis je réussissais. Puis en approchant de la fin du secondaire, là aussi, j'ai appris à canaliser mon énergie vers ce qui était essentiel. Moi, je voulais aller au cégep, puis je me suis dit, là, il faut que j'ai le diplôme pour aller au cégep, donc ça va faire les folies, parce que j'ai séché pas mal de cours. Hein. Mais... là, je me suis mis à calculer là, les unités que ça me prenait pour obtenir mon diplôme. Et puis, j'ai terminé tout ça dans le bon temps. Là. J'ai pas eu à faire des prolongations à l'école. Là.
Ça s'est pas éternisé là, à n'en plus finir. Puis... Non. Okay. Ah non, malgré le fait que je voyais pas grand-chose, j'ai tout réussi mes cours dans le temps imparti, là, même au cégep. Je faisais des efforts énormes. Ça, c'est sûr. J'étais déterminé, puis je forçais, puis je recommençais. Puis... Mais j'ai réussi. J'étais bien content. J'étais bien fier de moi quand même. Mais le cégep, c'est quoi tu voulais faire au cégep? C'était un défi, ça aussi, parce que quand tu vois pas grand-chose, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, hein? C'est une très grande question qu'on se pose exactement. Quand même assez tôt. Je n'oublierai jamais la face de l'orienteur que j'étais allé voir à la polyvalente. Il y avait une espèce de type là, qui servait d'orienteur. Là. Je sais pas s'il l'était vraiment. Puis quand j'y ai parlé de mes difficultés, je me rappelle qu'il s'était mis les mains dans le visage comme si il était vraiment découragé. Dépassé par... Oh oui, dépassé par... tellement que j'avais quasiment envie de le réconforter moi-même. Là, mais, je te dis qu'il m'a pas aidé, lui. OK. Enfin, écoute, il fallait que je choisisse. C'était assez simple. J'avais énormément de difficultés des mathématiques, puis les sciences, n'en parlons pas. J'ai presque tout évité les cours de sciences à l'école secondaire. Quand on m'a demandé de faire une dissection d'un animal en biologie, ça a été une catastrophe. Oh mon Dieu. Alors, j'ai lâché tous les cours de sciences, donc j'en avais pas. Alors, il fallait que je choisisse des études où il n'y avait pas de sciences puis de mathématiques. Ça restreint pas mal le choix, hein? Oui, beaucoup. Ben, j'avais un grand frère qui travaillait pour le gouvernement du Québec, pour le ministère de l'Aide sociale. Je me suis dit, technique de travail social, c'est bon, ça? Puis ça se donnait justement au cégep de Trois-Rivières. Bon, déjà ça? Ben oui. J'ai posé ma candidature, puis ils m'ont accepté. J'ai commencé ça en 1977. J'ai fait mon cégep en 3 ans, bien compté, sans prendre plus de retard. Okay. Encore une fois, beaucoup de travail. Et l'acceptation, c'était comment? Les professeurs, est-ce qu'ils t'ont bien accepté? Est-ce qu'ils t'ont fait sentir que tu étais à ta place, que ça marchait? Oui. Mais disons que là, on était des adultes. Alors là, tu sais, l'intimidation, là, c'était fini. Là, ouais. Il n'y en avait pas de ça au cégep. Même au secondaire, à un moment donné, ça s'est arrêté. J'ai eu le bonheur de rencontrer un bon ami à moi qui était costaud. Alors, j'étais avec mon ami costaud, puis pendant que j'étais avec lui à l'école secondaire, toutes les bonnes s'éloignaient de moi. Tiens, c'est une bonne affaire. Ça a comme éloigné un peu la... Oui. Je lui ai rendu hommage beaucoup plus tard là-dessus. C'est quelque chose qu'on se dit pas quand on est adolescent, mais... oui, mais ça a eu une importance, là. Ah oui, tout à fait. Mm-hmm. Et au cégep, ces choses-là étaient pas mal passées derrière nous, là. On était de... Non, mais sans parler d'intimidation, là, mais je veux dire comme un non-voyant, travail social... c'est sûr que... Non, on m'a pas posé de questions, on n'a pas cherché à m'encourager démesurément ou à me décourager. J'étais là, puis encore une fois, j'avais encore assez de vision pour me servir d'un stylo puis des feuilles de cartable comme tous les autres étudiants, puis remplir mes examens au stylo. J'avais pas besoin d'aménagement particulier. Je voyais pas plus au tableau. Puis là, je leur demandais au prof, dis ce que t'écris, puis moi, ça va bien aller pour prendre mes notes. Puis les gens se disciplinaient. En général, ça fonctionnait bien. OK. J'ai fait tout mon cégep comme ça. Je me suis intégré plus ou moins au groupe de classe, là, toujours avec, comme je disais, avec les mêmes restrictions là, concernant là, justement une certaine solitude, parce que je pouvais pas faire partie des gangs, je pouvais pas y suivre dans les parties, dans les affaires de sport. Je rentrais dans un bar et je voyais absolument rien. C'est ça, c'est pas évident, ça. Non, c'était très difficile. J'y allais de temps en temps, mais c'était toujours un peu... c'était toujours stressant et souvent humiliant. Ben, c'est ça, quand on voit pas bien,
la moindre petite chose qui est simple pour tout le monde devient compliquée pour nous. Ça nous prend plus d'assistance. Il y a bien des risques d'accrocher quelque chose. Écoute, comment est-ce que j'en ai eu des histoires comme ça, renverser des affaires, bousculer du monde. Alors, j'y allais de temps en temps, mais j'essayais autant que possible de restreindre un peu mes apparitions dans ces événements-là. Alors, les gens me traitaient d'indépendant, ils me voyaient comme ça. Tu sais, mais enfin, c'est comme ça. Puis j'ai composé avec ça tout le temps de mes études. Mais il n'y a pas eu de problématique particulière là, au collège? Non. Okay. Non, parce que, comme je disais, j'avais encore toujours ma persévérance. Puis, puis tu as travaillé fort. Là, j'ai travaillé très fort. Oui, j'ai travaillé très fort. Lire des livres avec une loupe, là, c'est quelque chose. Hein. C'est longtemps. C'est longtemps, puis c'est fatigant. Puis, bien souvent... beaucoup de notes de cours, je les lisais pas, mais je me disais, je vais me débrouiller avec ce que le prof a dit. Puis en général, ça fonctionnait. OK. Et, très, très souvent, là, il y a des affaires que je me dispensais de lire, puis je me disais, j'improviserai. Puis j'étais chanceux là-dessus. Mais j'étais une éponge. Hein. Oui, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, t'écoutais, t'avais de la mémoire. J'écoutais, puis ce que je parvenais à lire, avec énormément de difficultés puis d'efforts, c'était entré profondément. C'est ça. Et j'épatais mes camarades parce que je me rappelais là, de l'année d'accession au trône de Louis XIV. Puis j'étais capable de débiter plein d'affaires comme ça de mémoire. Qu'est-ce que tu veux? La mémoire, c'est ça. Je l'ai développée dès l'école primaire. Puis c'est ça. Ça t'a servi toute ma vie au travail aussi. Okay. Alors, je suis satisfait de mes années de cégep. C'était des belles années, ça, quand même. Des belles années. Et que s'est-il passé après le cégep? Écoute. Quand on sort du cégep en 1980, qu'est-ce qui se passe en 1980? C'est la crise économique. Hein? Fait que, là, il faut se trouver une job. Il nous l'avait dit en rentrant au cégep, hein, le premier cours qu'on a eu, il nous avait dit, faites-vous-en pas, là, il y a peut-être la grande majorité de vous autres, vous trouverez pas d'emploi dans le travail social. Bon, OK. C'est encourageant. Très. La dynamique était très, très différente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, les pénuries d'emploi, pénurie de travailleurs, mais dans le temps, c'était pénurie d'emploi. C'était l'inverse. Hein. Il y avait beaucoup de travailleurs, puis pas assez d'emplois. Ben oui, tout ce qu'on entendait, c'était que les entreprises recevaient 500 CV pour un poste. Oui. Puis bon. Oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont abandonné le cégep. Puis d'ailleurs, même mon cours de technique de travail social était contingenté. Il y avait de la place seulement pour 30 personnes. On est commencé à 30, puis on a terminé. On avait sûrement perdu une bonne dizaine. Là. En 97, quand moi j'ai commencé au Cégep du Vieux, c'était un peu ça aussi. Hein? C'était au moins le tiers qui était parti. Là, si c'est pas c'est pas plus. Tout à fait. Alors, quand j'ai quitté, quand j'ai fini mon Cégep, je me suis cherché du travail. J'ai travaillé sur des projets, là, tu sais, des projets de subvention fédérale. Ça a été bon. Ça a été bien bénéfique pour moi. J'en ai fait 2. J'ai même travaillé pour le RAC pendant 6 mois. Ça fait longtemps, ça, c'était en 1980. J'ai travaillé pour le RAC, puis j'ai cherché énormément d'emplois, j'ai postulé, j'ai fait des dizaines et des dizaines d'entrevues où on me disait tout le temps que ma candidature était bien intéressante. Mais que... Alors, c'était pas mal frustrant, mais écoute, ça a pris 4 ans avant que je me trouve mon premier emploi permanent. OK. À l'Institut national canadien pour les aveugles, qu'on appelle aujourd'hui Fondation INCA. Uh-huh. C'est l'INCA qui m'a donné ma première chance d'emploi permanent à Québec. Alors, comme travailleur communautaire, j'étais bien fier. J'étais bien content de cet emploi-là. Il est à temps parce que... Oui, 4 ans, là, il a fallu de la persévérance. Ah oui, il était vraiment temps. J'avais eu des petits contrats, des petits boulots, là, mais là, ça allait vraiment pas bien. Là, puis j'avais plus de chômage. Puis, l'emploi est arrivé à point. OK.
Alors, j'étais bien content. J'étais bien content de cet emploi-là. J'ai travaillé là 4 ans, puis j'ai tout continué à faire des concours de sélection. Je me suis jamais découragé, même si je réussissais. Je me retrouvais sur la liste d'admissibilité, mais on m'appelait pas, notamment au gouvernement du Québec. Mais à force d'en faire, pendant que je travaillais à INCA, c'est comme ça souvent. Hein, pendant que tu cherches plus d'emploi, hein, ils t'appellent. Hey, j'étais pas mal content. J'avais mon emploi à l'INCA, puis un directeur là, d'un centre Travail Québec, on appelait ça comme ça, là, Emploi Québec dans le temps. Oui, je me rappelle quand même de ça. C'est le bureau qui s'occupait de l'aide sociale puis de la recherche d'emploi. Donc, c'était un concours que tu avais déjà fait, puis tu avais été sans nouvelles un bon bout, puis à un moment donné, ils t'ont rappelé. Exactement. Je l'avais encadré, puis il se passait rien, puis ils m'ont appelé. J'ai passé une entrevue. Puis ça a été l'entrevue, paradoxalement, la plus relaxe que j'ai faite de ma vie. Parce que là, j'en avais un emploi, hein. Puis j'en avais un emploi, puis je n'étais pas trop nerveux. Hein. Il y avait pas tout le stress là de. Non. Puis j'avais déjà fait mes preuves ailleurs. Puis voilà. Oui, c'est ça. C'est quand même. T'avais pris de l'assurance puis de l'expérience. Oui. Puis. Exactement. Exactement. Puis ils m'ont embauché. J'étais bien content. J'étais bien content. Une job permanente au gouvernement du Québec là, en 1988. J'étais bien content, bien fier de moi. Puis j'y suis allé avec enthousiasme. Et j'ai bénéficié à ce moment-là des premières adaptations de grossissement de caractère. Je voyais encore à ce moment-là. La rétinite pigmentaire évoluait, là, mais dans mon cas, ça évoluait lentement. OK. Lentement, là. Puis j'avais un ordinateur sur mon bureau. Mes collègues étaient un peu jaloux parce que les autres, ils devaient aller à ce qu'ils appelaient au terminal, là. C'était pas tout le monde qui avait des ordinateurs dans ce temps-là. Moi, je l'avais sur mon bureau avec le grossissement de caractère, puis je pouvais communiquer avec le dossier des bénéficiaires là, de l'aide sociale. Alors, j'ai beaucoup aimé ça, ce travail-là. Donc, c'était un travail qui était... tu as eu des adaptations, mais c'était quand même assez simple pour toi d'effectuer tes tâches. Puis, il y avait toujours des difficultés. Il faut toujours trouver des solutions à différents problèmes. C'est certain. Mais tant que j'ai eu de la vision utilisable, ça a fonctionné relativement bien. OK. Mais avec le temps, c'est sûr, la rétinite pigmentaire a grugé le peu de vision que j'avais. Et ce qui a fait qu'avec le temps, là, je pouvais plus travailler dans un bureau avec la clientèle face à face, puis remplir des papiers, puis chercher des trucs dans le classeur. Là, j'étais plus capable. OK, parce que tu travaillais avec la... En mode... Oui, j'étais encore en mode voyant. En mode voyant, mais je veux dire, tu avais de la clientèle à rencontrer. Puis c'était pas tout par téléphone. J'étais un agent. J'étais un agent là, qui évalue un plan d'action. Qui évalue puis qui fait un plan d'action avec le chercheur d'emploi. OK. Puis, c'est ça. Mais avec le temps, ben là, c'est ça. La rétinite pigmentaire m'a rattrapé. On pense toujours qu'on va s'en sauver, mais non, on s'en sauve pas. En tout cas, c'est bien rare. Non, c'est bien rare. La vision diminuait. Puis là, j'ai resté encore dans le ministère, mais je me suis en allé au bureau des plaintes. OK. Ouais, bureau des plaintes du ministère. Là, ça, c'était tous les gens mécontents qui appelaient là. Hein, fait que c'était très, très joyeux. Il devait en avoir beaucoup aussi. Oui, il y en avait beaucoup. Alors, je recevais les plaintes, puis ensuite, j'essayais de les traiter, voir trouver une solution quand c'était possible, voir donner des explications, des corrections. On parlait avec les différents bureaux d'aide sociale partout dans la province. Là. C'était au siège social du ministère à Québec. J'ai demeuré 35 ans à Québec. OK. Oui. Je dis ça parce que maintenant, je suis revenu dans ma région natale. OK. Depuis quelle année, ça? Que je suis revenu à Trois-Rivières? Oui. Ça fait 4 ans. OK. Oui, ça fait 4 ans depuis que je suis retraité. C'est ça, mais dans le temps du RAC, qu'on s'était vu au RAC, tu étais à Québec là, dans ce temps. J'étais à Québec, exactement. D'accord. Puis, pour
pour conclure au sujet du travail, ben, j'ai eu beaucoup d'embûches, mais je suis parvenu quand même à faire ma place. J'avais un poste de technicien au gouvernement du Québec, là, de spécialiste dans la gestion des plaintes. Mais quand la vision a disparu complètement, ben là, ça a été un impasse. Ça a été un impasse parce que malgré la technologie, j'avais déjà Jaws à ce moment-là, ordinateur, mais là, le grossissement de caractère était plus utilisable, puis Jaws, les plages tactiles pour le braille, c'était pas compatible avec le système du ministère. Mais ça, là, pas compatible avec le système de peu importe où, là. Moi, j'ai tellement entendu ça souvent. C'est fou. Effectivement. Je l'ai entendu à ben des endroits aussi, puis dans beaucoup de tes interviews, puis ça a été mon cas aussi. Puis dans beaucoup de gens qui étaient en poste, qui avaient des systèmes qui changeaient, puis là, bon, c'était plus compatible, puis bye-bye, tu sais. Exactement. Puis je dis tout le temps, avec ironie, mais on fait de l'ironie, mais ça a été quand même une grande frustration. C'est que il est arrivé un moment dans ma carrière de technicien au gouvernement du Québec, il était plus capable d'adapter mon poste. C'est ce qu'il me disait. Tu sais, pourtant, le gouvernement du Québec, c'est pas le plus pauvre des employeurs. Je pense que c'est le plus gros employeur de toute la province. Oui. Alors, je me dis, je leur ai tellement demandé, je dis, ben oui, mais échangez-moi, envoyez-moi dans un autre ministère. On m'a répondu avec cynisme qu'on n'échangeait pas nos problèmes. À boire, OK. Oui. Je l'ai gardé longtemps. Oh. Je vais le garder toute ma vie, cette réplique-là. Alors, c'était une impasse, effectivement, là, où il n'y avait plus rien que je pouvais faire dans mon travail d'intéressant puis de stimulant, tu sais. Alors c'est comme ça que un bon jour j'ai décidé avant de me rendre malade avec ça, de quitter, tu sais, dans le fond, il me poussait vers la rente d'invalidité. Hein? OK. Il me poussait vers là. Il souhaitait que ce soit toi qui le fasse. Oui. Puis probablement que c'est ça. C'était leur stratégie. Il n'y avait pas d'autre solution. Moi, je pense qu'il y en avait d'autres, là, mais en tout cas, il n'y en avait pas d'autres. Puis tu perds la combativité aussi avec le temps. Ouais, ça devient fatigant. C'est ça. Oui. Si tu sens que c'est pas que vous marchez pas dans la même direction. Non, c'est ça. Puis encore une fois, tu sais, ça devient une situation d'humiliation que j'ai vécu beaucoup à l'école. Ça laisse des traces, ça. C'est profond. Oh, et puis qu'à un moment donné, on veut plus, là. On se dit, on veut plus. C'est assez. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que un bon jour, j'ai décidé que c'était terminé. Je suis parti en congé de maladie. Puis c'est curieux, mais il n'y avait rien à m'offrir pendant que j'étais là. Puis quand je me suis retrouvé en congé de maladie, là, ils ont contesté mon rapport médical. C'est du bien bon. C'était comme juste pour pas te donner raison sur rien. C'était... Sûrement. Ça doit être. C'est fou. Ben, c'est derrière moi. Écoute, ça va faire maintenant 20 ans. Hein. Ça va faire 20 ans cette année que j'ai cessé de travailler pour le gouvernement du Québec. Donc, sauf que là, on se dit, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai fait ce que j'ai toujours fait avant de me trouver un emploi, après de m'être trouvé un emploi, pendant que je travaillais, ben, je me suis mis à faire du bénévolat. Hey, ça, c'est quand même une belle occupation qui est utile. Oui. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Écoute, le bénévolat m'a conduit à me trouver mon premier emploi permanent, dont je parlais tantôt. Puis, pendant que des fois que je m'ennuyais dans ma job au gouvernement du Québec, j'ai fait encore du bénévolat dans toutes sortes d'organisations, beaucoup dans le domaine de la déficience visuelle, mais pas uniquement. Puis j'ai continué à en faire. Puis quand je me suis retrouvé dans une situation d'invalidité à un âge quand même assez tendre, quand à 45 ans, j'étais encore plein d'énergie. Ben oui. Ben je me suis remis au bénévolat.
j'ai créé une association de loisirs pour les personnes handicapées visuelles à Québec, qui est toujours en opération. Avec des amis, on avait mis sur pied cette association-là à partir de zéro. Puis, c'est un gros projet, ça, là. Oui, c'est un gros projet. Ça nous a occupé en masse. J'ai fait énormément de bénévolat pour différents organismes pour les personnes handicapées visuelles, notamment le regroupement des personnes handicapées visuelles de la région de Québec. Puis même ici, à Trois-Rivières, l'Association éducative et récréative des aveugles, que je connais depuis que je suis tout jeune. Je suis devenu membre de cette association-là. J'étais adolescent. OK. Dans le temps que je vivais encore chez ma mère. Puis cette association-là, j'en ai été administrateur, président à différents moments. Puis je suis parti à Québec. Puis quand je suis revenu de Québec, j'ai refait du bénévolat pour l'association encore. J'ai été président un certain temps aussi. Puis, mais quand tu dis que tu étais adolescent, tu étais membre de l'association à Trois-Rivières, c'était comment tu en avais entendu parler, puis est-ce que tu étais bien, est-ce qu'il y avait beaucoup d'adolescents qui étaient membres de cet organisme-là à ce moment-là? À cette époque-là, oui. Oui, parce que à cette époque-là, c'est via ma sœur qui était allée à l'école spécialisée à Montréal, à l'Institut Nazareth, a rencontré des gens du Cap-de-la-Madeleine, de Trois-Rivières, qui allaient à cette école-là, parce qu'il y avait des problèmes visuels. Oui, puis c'était du monde de partout. Oui, il y avait du monde de partout, puis ils revenaient dans leur famille la fin de semaine. Puis là, on s'est rencontrés, puis c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'AERA. L'AERA a été créée, on va fêter cette année les 50 ans de fondation de l'AERA. Ah, quand même, hein? Oui, il a été créé en 1972 par des gens qui justement voulaient se donner des activités à leur goût, puis selon leurs besoins. Puis moi, qui étais adolescent à cette époque-là, je suis devenu membre de l'association, puis avec l'AERA, j'ai participé à mes premières activités vraiment comme des soirées de danse, des trucs qu'on faisait pas en dehors avec les voyants, là. C'est ça, parce qu'on en a parlé tantôt, c'était malaisant. Puis c'était malaisant, puis c'était difficile. Puis bon, alors là, avec l'AERA, on a fait mes premières cabanes à sucre, puis les épluchettes de blé d'Inde, toutes sortes d'événements, des activités. J'ai appris à faire du ski de fond avec l'AERA à l'époque. Ils organisaient toutes sortes d'événements. Puis, moi, ça a été extraordinaire, ma participation. Ça t'a apporté, là. Oui, ça m'a épanoui. OK. Ben, c'est bon. Ça a été important. Oui, ça a été important, ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup bénévolé aussi, si on peut conjuguer. Me suis beaucoup impliqué dans l'association comme administrateur pour organiser des activités. J'aimais beaucoup ça, organiser des trucs, des événements, des visites. Puis c'est pour ça que plus tard, à Québec, beaucoup plus tard, j'ai créé une association, j'ai fondé une association semblable. Là, c'est ça, parce que tu savais ce que ça pouvait apporter aussi absolument. aux gens. Absolument. Oui, puis je suis de retour en Mauricie, à Trois-Rivières, puis je participe toujours aux événements de l'AERA, qui ont beaucoup changé, évidemment, notamment à cause de la pandémie, mais pas uniquement. Là, c'est que aussi, maintenant, l'association est devenue un organisme reconnu par le CIUS, donc financé par des fonds gouvernementaux. Autrefois, c'était uniquement des fonds liés à des campagnes de financement qu'on faisait. Là. C'était un très petit budget. Là. Tout du travail bénévole. Maintenant, l'association est financée par, comme je disais, le CIUS, et puis elle a des employés, elle a du budget pour embaucher du personnel. Et je dirais que l'AERA est métamorphosée. C'est plus l'association de ma jeunesse. Mais c'est mieux aussi. Ça donne plus de services, plus dans le domaine de la santé et services sociaux. C'est une association qui a vraiment pris le virage technologique, puis grâce aussi, de façon importante, grâce à sa directrice générale, Karine Descoteaux, qui fait un travail extraordinaire pour notre association. Elle travaille pour l'AERA depuis 5 ans.
Puis Oui, puis qui est assez jeune et puis oui, dynamique et oui, ça, puis qui a vraiment fait le virage technologique de l'association. Maintenant, on a des événements en Zoom, des offres de services. Il y a beaucoup d'événements pour aider la personne handicapée visuelle dans son quotidien, l'aider à s'intégrer. C'est plus plutôt santé et services sociaux maintenant, plus que loisirs. Surtout avec le temps de la pandémie, les loisirs, évidemment. Ça a été beaucoup diminué, là, forcément. Oui, oui. Mais c'est une association, moi je suis très, très fier. J'ai hâte à cet automne où on va fêter les 50 ans de l'AIRA dans un événement mondain puis public. Mais c'est merveilleux quand même, des organismes là, comme ça qui ont pu passer là, le temps puis certaines époques, puis la technologie, c'est pas rien non plus là quand on a un handicap visuel. Il peut y avoir des embûches aussi à ce niveau-là. Là. Ça fait que... Énorme, oui, énorme. Et puis, ce qu'on est très, très fiers, c'est que aussi, l'AIRA donne de l'emploi à des personnes handicapées visuelles. Nice. Notre directrice générale est une personne non-voyante, puis 2 autres personnes qui travaillent pour l'AIRA à temps partiel sont des non-voyants, puis ça leur donne une bonne expérience de travail. Puis ça peut servir de tremplin pour leur avenir. Comme ça a été mon cas autrefois, avec les projets subventionnés par le fédéral, l'AIRA m'avait fait confiance pour un de ces projets-là. Ça a été important, moi, dans le développement de mes capacités de travail. Là. Et au-delà du travail, du bénévolat, puis tout ça, qu'est-ce qu'on fait comme loisir, justement? Parce que tu disais, bon, j'ai vécu mes cabanes à sucre, mes épluchettes avec des organismes, mais comme chez toi, qu'est-ce que tu faisais pour occuper le temps? Moi, je suis un mélomane depuis très, très longtemps. J'adore la musique. Oui, je n'en joue pas, mais j'adore la musique. J'aime beaucoup écouter la musique, vraiment faire que ça. C'est mon plaisir. Je fais pas jouer de la musique pendant que je lis ou que je fais le ménage, là. Je fais souvent jouer de la musique pour simplement m'asseoir et l'écouter. Écouter la musique, là, écouter la musique. Pas en bruit de fond, là. T'sais. Non, pas en bruit de fond, exactement. Alors, je suis dans ce sens-là un mélomane. J'ai acquis un bon système de son, puis j'écoute notamment du jazz. Je suis un grand amateur de jazz. Ah, c'est bon. C'est tellement plaisant. Puis je me suis intéressé il y a une dizaine d'années aux échecs, aux jeux d'échecs. Oui. Alors, j'ai eu la chance de suivre des cours adaptés pour vraiment à l'intention des personnes handicapées visuelles. Là. On était un petit groupe, puis un professeur nous a enseigné les échecs. J'ai beaucoup aimé ça, puis je continue à pratiquer ça depuis longtemps. Ça fait plus qu'une dizaine d'années maintenant, plutôt 15. Et comment t'avais t'avais entendu parler de d'autres non-voyants qui jouaient ou Oui, exactement. J'ai connu des gens qui jouaient à Québec, là, puis avec l'association de là-bas, de Québec, qui a avancé des fonds pour nous permettre d'avoir un professeur qui montrait les échecs. On était un groupe de 6 personnes, puis on a progressé tranquillement. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent quand même aux échecs au Québec. Il y a même une association des joueurs d'échecs handicapés visuels. Ben oui, puis il y en a... À l'ARS, il y avait des joueurs d'échecs aussi. Oui, exactement. L'ARS, l'association sur la Rive-Sud, là, oui, on se sont impliqués là-dedans. Là. Maintenant, il y a une association qui s'occupe spécifiquement des échecs, qui organise des tournois. Là. On se rencontrait 2 fois par année, au printemps et à l'automne. J'espère qu'un jour, on va avoir l'occasion de s'y remettre. C'est ça, puis des fois, des tournois assez loin aussi. Là. Il y en avait eu un au mois d'octobre, je crois, Oui, effectivement, ça, c'est des événements internationaux. Là. Moi, j'ai jamais participé à ça. Là. Mais c'est quelque chose quand même. Oui, effectivement. Effectivement. Et, je suis un joueur dans le peloton, là. OK. Dans le peloton. Dans la moyenne.
Mais là, avec la pandémie puis tout ça, ou même avant la pandémie, moi je joue pas, mais j'avais entendu beaucoup que beaucoup de monde jouait en ligne. Là, est-ce que toi tu joues en ligne? Est-ce que Tout à fait, tout à fait. On fait on fait des tournois par téléphone ou sur Skype. Je participe à des tournois sur Skype qui est organisé par Olivier Deville que tu as interviewé oui. Il y a quelques semaines. Effectivement. Olivier s'implique beaucoup là-dedans, puis moi je participe à ces tournois organisés sur Skype. Là, on rencontre des joueurs de la France puis de différents pays francophones. C'est ça, de partout. Oui. Puis les tournois par téléphone, là, pour ceux qui sont moins habiles sur Skype, on se rencontre par téléphone, puis on joue des parties. C'est vraiment intéressant. Puis, un jour, on pourra recommencer à le faire face à face. En tout cas, c'est sûr qu'un jour, oui, on espère que ce sera pas trop loin. Tout à fait. Et tout à fait. Est-ce que, mis à part les échecs, est-ce que toi, tu es quelqu'un de très technologique? Est-ce que je sais que tu as un téléphone intelligent. Comment que ça s'est organisé, tout ça, dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait? Est-ce que... Oui. Oui, moi, la technologie, j'ai toujours quand même aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça quand j'ai commencé à travailler avec le jazz à la fin des années 90, les ordinateurs. Mais tu sais, je le faisais en amateur, là, avec l'AIRA, encore une fois, la part de notre directrice générale, c'est elle qui m'a montré l'utilisation du iPhone. OK. Oui, j'ai tout appris ça avec elle. Karine a été très patiente avec moi. Puis, elle m'a montré ça par téléphone en plus. OK. Hey, quand même. J'ai appris à utiliser l'iPhone par téléphone, les gestes là, sur l'iPhone, pour ceux qui utilisent VoiceOver, c'est ça dont je parle. J'ai tout appris ça par téléphone. Ça a été difficile, mais ça a fait en sorte que j'ai bien appris. Hein. Il y avait un intérêt quand même. Il y avait, oui. J'aime ça quand même, la technologie. Évidemment, aller un peu sur Internet, lire des trucs, les journaux, j'aime beaucoup ça. Participer à des jeux là, dans le salon qui a été développé par les Français, le salon de jeux adapté. Ah oui, tu joues sur le salon, toi, Jean? Oui, un peu. Je savais pas, moi aussi. Oui. Ah oui. J'aime bien ça. Puis, une fois de temps en temps, ça fait un beau divertissement. Oui, effectivement. Puis, je fais encore du bénévolat pour l'AIRA, puis je fais du bénévolat pour ma copropriété, parce que je vis dans un condo, dans un immeuble en copropriété, puis je suis devenu administrateur de la copropriété. Alors, c'est encore du bénévolat. Ça fait plus de 40 ans que j'en fais. C'est ça, puis on sent que c'est pas sur le point de s'arrêter. Non, puis il y en a qui m'encouragent parce que dans ma résidence, dans ma maison en copropriété, c'est une résidence pour personnes âgées, même si je suis encore jeune. On peut bien le dire. Mais c'est une résidence de personnes âgées, puis il y a des condos dans cette résidence-là. Puis il y en a qui m'encouragent parce que j'ai des collègues au conseil d'administration qui ont 81 ans, alors il y a de l'avenir. C'est ça, tu es dans les jeunes les jeunes administrateurs. Exactement. Ils me traitent de petit jeune, effectivement. c'est la preuve que l'âge, c'est bien relatif. Ah oui, c'est relatif. En tout cas, ça m'encourage de voir des gens beaucoup plus âgés que moi qui s'impliquent encore et qui sont encore actifs. Puis, on essaye de travailler pour le mieux-être de la collectivité. Effectivement. Tu voulais qu'on parle aussi des jeunes puis des perspectives d'emploi. Comment tu voulais amener ça? C'est en rapport avec un peu la technologie. Moi, je suis vraiment fasciné de la technologie qui est à la disposition des personnes handicapées visuelles aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Ah oui, c'est impressionnant. Hein, les machines aujourd'hui. Je dis souvent ça. Si j'avais eu les machines qui existent aujourd'hui dans le temps que je faisais mes études, et même dans le temps que j'étais au travail pour le gouvernement du Québec, il y aurait peut-être eu des solutions pour moi pour que je reste en emploi. Mais ces appareils-là n'existaient pas encore. Ils étaient le premier balbutiement. Les premiers jazz n'étaient pas très efficaces. Là.
Mais aujourd'hui, c'est plus comparable, là. Mais non, ou on pense, admettons, au Victor, admettons. Oui, au Victor. Si j'avais eu un Victor ou un appareil qui enregistre aussi, le stream qui enregistre pour enregistrer des réunions, enregistrer des notes, c'est ça, des beaux appareils. Hein. Ça aurait été très différent, là, les études, puis le travail, puis certaines tâches, puis tout ça. Hein. Mais il y a un paradoxe, c'est que la technologie est omniprésente. Elle est de plus en plus performante. C'est impressionnant ce que des personnes handicapées visuelles peuvent faire maintenant. Même ici à l'AERA, Karine travaille sur des projets là, d'accessibilité du web. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire. Mais malgré tout, j'ai l'impression que les jeunes handicapés visuels n'ont pas plus d'emplois. La technologie a peut-être eu un effet un peu pervers dans le sens où là tout le monde l'utilise, la technologie, c'est rendu tellement concurrentiel d'être technologique que les non-voyants, des fois, on est quand même un pas ou deux en arrière. Oui, on l'était déjà autrefois. Quand j'étais employé au gouvernement du Québec, c'était pareil. Il y en avait de la technologie, mais les systèmes des employeurs évoluaient tellement vite que, bon, je pense que c'est encore ça aujourd'hui, puis on dirait que le phénomène s'est accentué. J'ai l'impression que les plus jeunes non-voyants qu'on rencontre moins dans nos associations, d'une part, ils sont ailleurs, et j'ai l'impression qu'ils ont de la difficulté autant. Sinon plus, à se trouver des emplois, je me demande même si le taux de chômage n'est pas en augmentation, paradoxalement, malgré tous les appareils servant aux adaptations. Oui, puis c'est difficile à mettre le doigt sur la véritable problématique. Hein? C'est pas... Oui. J'aimerais ça qu'on quantifie un jour ça, qu'on fasse une étude, une enquête là-dessus. Quelle est la situation des jeunes travailleurs handicapés visuels? Moi, je me dis, il faut leur faire de la place. Il faut leur faire de la place. On parle beaucoup d'inclusion, d'intégration, de respect de la différence. En tout cas, tu connais ces discours-là autant que moi. Mais j'aimerais ça que ça se traduise concrètement. Ben oui, parce que l'emploi, c'est quand même un gros... Oui. Un gros morceau là, dans une vie. Oui. C'est une grande partie de ton actualisation de la personne. Ça passe par là. Hein. Ça passe par là. Non, j'allais dire leur faire une place puis leur donner une chance, hein, parce que tu sais, c'est. Oui. C'est le message important. Hein. Faites de la place. Faites de la place. Il faut faire des efforts. Moi, je pense que la société québécoise peut faire plus d'efforts pour aider les jeunes handicapés visuels à se trouver un emploi. Il faut leur faire de la place. Il faut faire des adaptations, être prêt à faire des aménagements. Je me demande jusqu'à quel point on est vraiment prêt à le faire. C'est une question, moi, que je me pose depuis longtemps puis que je me suis posée même à l'époque où j'étais moi-même en recherche d'emploi. Oui. On est toujours le troisième bon candidat. puis pourtant, aujourd'hui, la donne a changé parce que les employeurs ont de la difficulté à trouver du personnel. Ben oui. C'est vraiment très différent. À l'époque où on arrivait sur le marché du travail, c'était l'inverse. Les employeurs débordaient de candidatures. Alors, c'est le temps, là. Puis aussi... aider aussi les jeunes à trouver des disciplines dans lesquelles ils pourront aussi travailler. Des disciplines scolaires, je veux dire, là, qui conduiront vers des emplois. Dans lesquels ce sera réaliste là, de Exactement. Travailler. C'est pas facile. Là. Non. C'est pas facile. Mais j'ai l'impression que paradoxalement, ce que j'entends, là, c'est encore plus difficile même que auparavant. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas plus de réponses. Tu sais, là, moi, j'ai un emploi, mais perdre mon emploi demain matin, là, j'aurais pas plus de réponses. Oui. Ça fait que c'est pas rassurant, puis ça répond pas à nos questions. Non, ça répond pas à nos questions, puis on reste avec cette inquiétude-là, effectivement.
Faites de la place aux personnes handicapées visuelles. Hey, on va se mettre sur ce dossier-là. On commence demain matin, là? Ouais, on commence demain matin. Hey, est-ce qu'on a fait le tour, Jean? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter ou si... c'est ça, est-ce qu'on a fait le tour? Il me semble bien que oui. Oui. Et ça a été bien agréable en plus. Ben, même chose pour moi. J'espère que les auditeurs auront du plaisir à nous écouter. Ben, un gros merci. Puis, au plaisir de se recroiser éventuellement dans un autre organisme où on essaiera de faire bouger des choses, de faire en sorte justement que tout le monde en général soit toujours de plus en plus inclus dans la société, puis en ayant une bonne pensée justement pour les jeunes. Tout à fait. Alors, un gros merci. C'est moi qui te remercie. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!